entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci, chers auditeurs, d'être au rendez-vous avec le magazine Humura Burundi. Bienvenue à ce magazine de ce 2 novembre 2019 et dont voici d'abord les grandes lignes. Une attaque des hommes armés a fait 3 morts et 3 blessés ce vendredi au quartier Rohero dans la municipalité de Bujumbura. Célébration ce 2 novembre de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Au cœur de la société, nous vous parlerons de la rémunération des caféiculteurs au Burundi. Dans quelques instants, le développement des titres. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire d'abord. 3 personnes sont mortes et 3 autres blessées le vendredi dans une attaque faite par non identifiés dans un bar situé au quartier Rohero en mairie de Bujumbura. La police a entamé des enquêtes. Les détails avec Éloge Divin Remesh. Ce bar ciblé appartient à un prénommé Gilbert et est situé des avenues Ruyigi et Muyinga du quartier Rohero. Les 3 personnes tuées sont Melkisedek Kinharaka, qui travaillait à la Banque nationale du Burundi, BRB, Hichuburundi Joseph, connu sous le sobriquet de Mugamba, ainsi que Ngoragoze Juvenal. Tous les deux sont des hommes d'affaires. Et pour le moment alité à l'hôpital Kira. Selon des sources sur place, 3 malfaiteurs non encore identifiés ont fait irruption dans ce bar vers 21h à bord d'un véhicule de type Lactus. Aussitôt débarqués de leur véhicule, ces malfaiteurs ont indiqué que les personnes à abattre se trouvent sous le comptoir et ont commencé à tirer. Les 3 personnes indiquées si haut sont mortes sur le champ. Pour le moment, 3 travailleurs de ce bar ont été arrêtés pour raison d'enquête. Police OPP de Moïse Nkurunziza a indiqué à nos confrères de la radio Isanganiro que cette attaque a été menée par des malfaiteurs non encore. Les enquêtes ont déjà commencé. Merci à Éloge Divin. Les messages, une personne est morte, plusieurs maisons détruites suite à une pluie mêlée au vent violent qui s'est abattu sur les collines Nyabunyegeri en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura et Musenyi de la commune Manda en province Bubanza. La victime était un enfant qui a été tué par le mur d'une maison qui s'est écroulée. L'enfant est mort sur le champ. Les habitants de la commune Mutimbuzi, dont les maisons à Kalsan sont vouées. Nos confrères du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 12 jours sous les verrous en province Bubanza. Ils ont été arrêtés le 22 octobre en commune et recueillir des informations à propos des les rebelles du mouvement Red Tabara et l'armée gouvernementale. Le tribunal de grande instance à Bubanza depuis ce mercredi confirmé la détention des 4 journalistes et le chauffeur de ce journal. Le collectif des avocats des victimes CAVIB en sigle condamne la confirmation de cette détention par le tribunal de grande instance de Bubanza. Maître Gustave Niyonzima dit que cela prouve à suffisance l'instrumentalisation de la justice burundaise par le pouvoir CNDD-FDD. Je vous propose d'écouter Maître Gustave Niyonzima. Le CAVIB condamne énergiquement la confirmation de la détention préventive par la Chambre de conseil du tribunal de grande instance de Bubanza et de ce fait argue qu'il y a l'instrumentalisation de cette justice par le pouvoir qui tue le pouvoir téléguide tout ce qui est de l'apanage du pouvoir judiciaire. Dans le passé, on a vu même les 3 sœurs italiennes qui ont été assassinées et qu'on a collé le crime à un malade mental. On voit que tout est téléguidé par le pouvoir exécutif et tous ces magistrats sont réputés à la sorte de ce pouvoir même. Aussi, le CAVIB montre qu'il y a la complicité éhontée de cette justice face aux crimes qui se commettent au quotidien. Mais aussi, le CAVIB interpelle tous ces magistrats, instructeurs, tous ces magistrats du siège, même tous ces officiers de la police judiciaire, qu'ils en répondront tôt ou tard. Chacun en répondra à ces actes conformément au principe de la responsabilité individuelle en matière
assez vite. Le régime était changé d'un moment à l'autre. Mais s'ils étaient vraiment conscients de façon exhaustive en cause, qu'ils corrigent leurs erreurs parce que tôt ou tard, ils en répondront. S'ils se remettent dans sa tête qu'il pourra être poursuivi ultérieurement lorsque le pouvoir changera. On a vu dans le monde des pouvoirs sanguinaires et des pouvoirs dictatoriaux qui ont passé plus de 10 ans aux commandes à la gouvernement. Ils ont subi le calvaire, ils ont été traduits en justice les dignitaires de ces pouvoirs. Même pour eux, ça peut changer et ces magistrats pourront être poursuivis chacun à ses actes. C'était maître Gustave Niyonzima, vice-président du collectif des avocats. Et ces journalistes emprisonnés sont Agnès Ndirous, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi et leur chauffeur Adolphe Massavilakidza. Ils sont accusés de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Chemin faisant, le 2 novembre de chaque année est une journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre. Ainsi donc, l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes n'est pas pour demain au Burundi. C'est du moins l'avis du journaliste et directeur de la radio publique africaine, Bob Rugurika, qui souligne que les crimes commis contre les journalistes au Burundi sont commis par les services de l'État. On écoute Bob Rugurika. Au Burundi, on ne peut pas parler de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes, car ces crimes sont commis par le régime, et c'est connu. Les crimes sont perpétrés par des agents de l'État. Donc, vous vous rappelez la disparition de notre confrère Jean Bigirimana du journal Iwachu. C'est depuis 2016, on n'a pas de nouvelles. Donc, vous vous rappelez qu'il a été disparu alors qu'il avait été vu entre les mains des agents du renseignement. Est survenu au domicile de notre collègue de la RTNB, le caméraman journaliste Christophe Ngezabahizi, qui a été assassiné avec toute sa famille. Vous vous rappelez, c'est la police qui a commis ce crime. Jusqu'aujourd'hui, vous vous rappelez de notre collègue Nestor Deitoyeko, qui a été tabassé et qui a succombé à ses blessures. Il avait été tabassé par le commissaire de police à Rutana. Tous ces crimes sont commis par des agents de l'État. Regarde aujourd'hui la séquestration et la détention illégale, injuste de nos collègues du journal Iwachu aujourd'hui. Mais c'est commis par des agents de l'État, c'est commis pas sur ordre du sommet de l'État. Donc le président de la République et le cercle autour du président. Donc, comprenez que c'est impossible de parler de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes au pays. Toutefois, Bob Rugurika appelle les journalistes qui sont au Burundi à être courageux. Encore une fois, Bob Rugurika, directeur de la RPA. Rappelez-vous, quand Nkurunziza est arrivé au pouvoir, le Burundi était à la 73e place sur 183 pays en termes de classement mondial de la liberté de la presse. Mais quelques dizaines d'années après, regardez, Nkurunziza a amené le Burundi presque à la queue du classement. Donc aujourd'hui, le Burundi est à la 156e. Donc comprenez que Nkurunziza a fait reculer le Burundi de plus de 80 places. Nkurunziza a été classé par l'ONG Reporters sans frontières comme prédateur de la presse. Donc, comprenez que c'est tout à fait illogique de penser qu'un tel régime puisse mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Toutefois, nous devons rester debout, les journalistes doivent rester courageux, mais ceux qui œuvrent au Burundi doivent aussi comprendre qu'ils sont en train de travailler sur un terrain glissant, un terrain miné par des prédateurs. C'était Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine. La journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes a été choisie en mémoire de l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes français assassinés au Mali le 2 novembre 2013. La résolution a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 2013. Une courte pause et puis on continue.
En politique, la décision de remettre le tablier dans les fonctions d'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi prise par Michel Kafando est un geste très louable. Il a voulu faire un clin d'œil aux Burundais qu'ils doivent eux-mêmes trouver des solutions possibles au conflit inter-burundais. Réaction du mouvement d'action patriotique MAP, Burundi Buhire, Libera Ntibashira-Kandi, porte-parole de son mouvement, dit que Kafando serait déjà au courant de mauvaises choses en cours de préparation par le régime Nkurunziza et qu'il n'a pas voulu être mêlé dans le bourbier burundais. Suivez professeur Libera Ntibashira-Kandi, porte-parole de MAP Burundi Buhire. Le mouvement MAP Burundi Buhire reconnaître le travail qui a été fait par le président Kafando dans des conditions très très difficiles pendant 2 ans et demi. Donc, MAP Burundi Buhire salue le courage et le travail accompli par l'ancien président burkinabé. Deuxièmement, nous avons bien accueilli cette décision. C'est un signe de courage de dire, voilà, je remets le tablier parce que je suis incapable de vous accompagner, de vous aider à trouver une solution. Parce que tout simplement, il s'est heurté, comme d'ailleurs le président Mokapa, au manque de volonté politique de la part du président Nkurunziza et de son parti CNDD-FDD, qui est dans l'irrationalité totale. Donc, le président Kafando connaît très très bien le problème burundais. Il sait très bien que de mauvaises choses, je dirais, se préparent au vu et au su de la communauté internationale. Donc, cette démission, c'est un signe de courage de dire, voilà, je connais la situation qui est explosive au Burundi. Je n'aimerais pas d'être mêlé dans le bourbier burundais. C'est le message qu'il donne au Burundais et à la communauté internationale. Donc, nous apprécions ce geste de courage. C'est un message fort qui est adressé aux Burundais. C'est aux Burundais nous-mêmes de prendre nos responsabilités et de trouver des solutions à la crise burundaise qui a trop duré. Donc, ici, je ne fais que lancer un appel à tous mes compatriotes qui souhaitent que le pays soit refondé, qui souhaitent que la paix et la sécurité de nous mettre ensemble, d'adhérer au vaste mouvement de la fondation de la nation burundaise. Le devoir de chaque citoyen devrait préparer l'avenir des générations futures et de réhabiliter l'honneur et la dignité pour notre pays. C'était professeur Libera Ntibashira-Kandi, porte-parole de MAP Burundi Buhire. Il a été joint au téléphone par Hermès Ntibandetse. Page gouvernance, le personnel de l'autorité de l'aviation civile dénonce un détournement de fonds alloués à une formation de sapeurs-pompiers de l'aéroport international de Bujumbura. Ces travailleurs demandent aux autorités et institutions habilitées de mener minutieusement un audit interne. Les détails avec Clovis Nyondim. Tout a commencé par une formation de travailleurs de l'autorité de l'aviation civile dans le département des sapeurs-pompiers à l'aéroport international de Bujumbura. Une formation qui a été dispensée par une société camerounaise, Iris. Ces travailleurs devraient suivre un deuxième module de formation pratique au Cameroun. Selon le contrat, l'autorité de l'aviation civile aurait demandé que la dite formation se déroule au Burundi, ce qu'Iris n'a pas accepté. À la grande surprise des travailleurs, cette formation pratique a été dispensée par l'Institut de formation des services aériens de Zambie. La formation a duré 11 jours, mais le certificat décerné atteste une formation d'1 mois selon un de ces travailleurs formés. Cette formation a duré 11 jours seulement, du 14 au 25 octobre, mais ils nous ont donné un certificat attestant une formation d'1 mois. C'est un arrangement du directeur général Emmanuel Habiman. Il y a un audit de l'OACI qui va commencer le 4 novembre et durera presque 1 mois. Ils sont donc en train de tout faire pour avoir des justificatifs de fond en montrant que nous avons été formés alors que non. L'OACI demandera des pièces justificatives et ils présenteront ces certificats qui seront bien sûr dans les dossiers et l'OACI croira que tout va bien alors que la formation n'a duré que 11 jours. Ces travailleurs de l'aéroport international de Bujumbura, dans le département des sapeurs-pompiers, demandent aux autorités habilitées d'enquêter sur cet éventuel détournement de fonds. Président et au ministre de tutelle de suivre de près ce détournement des fonds et de dépêcher la Cour anticorruption à l'aéroport de Bujumbura pour constater tout ça. Nous voulons à tout prix savoir tout sur ces magouilles. À ce propos,
Nous avons essayé de joindre Emmanuel Habimana, le directeur général de l'hôtel, mais sans succès. Merci à Clovis Nyonzima. Toujours page gouvernance, suspension temporaire par la du projet Job Family Model qui visait la réduction de grade du personnel. Une mesure satisfaisante pour le personnel de cette entreprise qui était contre cette restructuration. Néanmoins, ce personnel reste encore inquiété du fait que ce projet n'a pas été annulé définitivement. N'est-ce pas, Trésor Nyonga? Le projet Job Family Model, initié par les autorités de la Braroudi, visait la réduction des grades du personnel de la Braroudi. Ce projet vient d'être suspendu temporairement. C'est un soulagement au sein du personnel, comme le témoigne cet employé. Nous avons un sentiment de soulagement, un sentiment de joie, parce que la DG de la Braroudi a répondu à l'appel des travailleurs qui ont rejeté catégoriquement le projet de Job Family Model après avoir soulevé toutes les inquiétudes et doléances et les irrégularités qui ont conduit. La décision qu'elle a prise vient au moment opportun parce que mercredi, nous avions animé une assemblée générale des travailleurs, laquelle les travailleurs de la Braroudi ont approuvé à plus de 95% qu'ils allaient préavis de grève si le projet n'allait pas être tiré. Le personnel de la Braroudi entretient toujours des inquiétudes vu que ce projet n'a pas été annulé définitivement. Nous restons avec inquiétude sur la manière et la vitesse que ce projet avait auparavant et qui arrête brusquement. Il est vrai, notre ADG nous a promis que tant qu'il sera encore l'administrateur directeur général de la Braroudi, ce projet ne sera pas mis en application. Mais il a un mandat déterminé et nous n'avons pas d'assurance que son successeur ne pourra mettre en application ce projet. Un des représentants du syndicat du personnel de la Braroudi rassure les autres employés et promet de combattre ce projet une fois relancé. Nous attendons des résultats, mais nous sommes là, vigilants. Nous serons toujours contre tout projet ou loi violant notre dignité, nos droits en tant que travailleurs. S'il devient un projet et qui est jugé contraire aux droits des travailleurs, nous allons nous y opposer et nous soutiendrons tout bon projet pour la Braroudi et pour le groupe ANKL. Le projet Job Family Model a été suspendu par l'administrateur directeur général de la Braroudi après une série de réunions du syndicat qui menaçaient de suspendre les activités. Trésor Nyonga. Interdiction d'exercer toute activité de commerce aux réfugiés des camps de Nduta et de Nyarugusu en Tanzanie. La mesure a été prise par les responsables de ces camps depuis ce samedi. Les réfugiés qualifient de telles mesures d'une forme de persécution pour les contraindre au rapatriement forcé. Vicky Chris Ninheletse nous en dit plus. Au camp des réfugiés burundais d'Onduta, les réfugiés font savoir que les policiers, en compagnie des agents de sécurité appelés Sungu, ont procédé le matin de ce samedi à la fermeture de toute activité commerciale dans ce camp. Ces réfugiés sont actuellement dans une désolation totale, comme l'indique ce réfugié. Certains commerçants sont en train de vider leurs kiosques et leurs boutiques. D'autres sont en train de démolir leurs petites tentes dans lesquelles ils exercent le commerce. C'est vraiment triste car on ne sait pas quoi faire au moment où tous les marchés de ce camp ont été fermés. À Nyarugusu, le responsable de ce camp a ordonné à travers un communiqué daté de ce vendredi la suspension de toute activité commerciale à partir de ce samedi. L'un des réfugiés de Nyarugusu raconte. On a interdit tout commerce en commençant par des petits articles dans le camp. On a également interdit la location des maisons de passage et les bistrots. Le transport à vélo a été également interdit, sauf en cas de maladie pour se rendre à l'hôpital. Les réfugiés de ces camps indiquent que les mesures prises constituent des formes de persécution pour les contraindre à rentrer chez eux. Nous constatons que toutes ces mesures sont prises pour nous intimider en fait que nous décidions de nous rapatrier de force car ils ont remarqué que les réfugiés ne se font pas exclure pour rentrer chez eux. Ces réfugiés demandent à l'ONU et à toute personne capable de plaider pour eux parce qu'ils sont victimes de violations de leurs droits.
Merci avec Chris Ninheretse pour ce reportage. Mais avant de clore ce magazine, le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur la rémunération des caféiculteurs au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Thierry Wigindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le gouvernement du Burundi compte reprendre à main la filière café. Nous vous l'avons annoncé dans le mini-magazine de la semaine dernière. Dans le même mini-magazine, un expert a recommandé que l'État ne s'approprie pas de tout dans ce secteur pour que le caféiculteur en bénéficie réellement. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur la rémunération reçue par le caféiculteur, qui est l'une des causes principales du désintéressement. Le mini-magazine au cœur de la société de ce 2 novembre 2019 vous est présenté par Thierry Bigirindavi. Bienvenue. En 2018, sur le marché à terme de New York, un kilogramme du café arabica était de $1 américain. Au Burundi, le producteur percevait 1250 francs par kilo, soit $0,4 américains. Le caféiculteur obtenait donc seulement 20% du prix de vente de sa production. Certains caféiculteurs indiquent qu'ils utilisent jusqu'à 500 000 francs burundais durant les 4 années d'attente de la première récolte. Le caféiculteur utilise également son lopin d'auteur qui pouvait occuper d'autres cultures. Parfait Mudasigana de la radio Inzamba s'est entretenu avec ce caféiculteur de Kayanza. Un caféiculteur qui prend en compte toutes les charges qu'exige cette culture pendant les 4 premières années, pendant laquelle passe un jeune plant de café avant la première cueillette, aura dépensé plus de 500 000 francs pour le sol. Il y a le transport de cette paille et d'autres travaux. Aussi, on ne peut pas faire le paillage seul, on cherche un ouvrier qui doit être payé. Un coûte 500 francs bout, alors que c'est une culture d'exportation. C'est une honte qu'elle soit moins rentable que le haricot. Pour nous les caféiculteurs, c'est une perte énorme. Le café est l'or qu'on avait au Burundi. Si cette filière n'est plus rentable, on n'a pas de choix. Certains caféiculteurs commencent à abandonner cette culture au profit des autres cultures, comme la banane qui peut produire des régimes de bananes 3 fois l'année. Mais si on nous encourageait, rien n'empêcherait ceux qui ont abandonné cette culture de revenir sur leurs décisions. Par exemple, en revoyant à la hausse le prix par kilo. Le caféiculteur reçoit 250 francs pour un kilogramme du café cerise B. Il obtient 1250 francs pour le kilo du café Parche Washed dans la saison 2019-2020. Selon le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage de Ogi de Rulema, certaines choses doivent changer. Nous avons des agronomes au niveau provincial, nous avons des agronomes au niveau communal, nous avons des moniteurs agricoles au niveau des collines, ils sont payés. Mais si on amène d'autres structures pour alourdir, surtout que ces structures vivent en grande partie des redevances qui sont prélevées sur le café vendu, donc vous voyez que ça revient à alourdir les financements dans ce secteur et la plupart des fois c'est dupliqué et le caféiculteur n'y trouve pas nécessairement profit parce que son prix de café cerise reste très bas. Je vous ai parlé de structures comme Intercafé, comme Senac, plutôt comme Arfic. Ce sont des structures qui ne sont pas conçues dans le principe de la gestion durable parce que ces structures n'ont pas de fonds propres. Ils vivent des financements, des projets ou des redevances. Quand ces projets vont se clôturer, est-ce qu'ils vont toujours amener le surplus sur le dos du paysan au niveau des cafés vendus, les redevances dont je vous ai parlé? Donc le gouvernement veut gérer ça de manière transparente, mais aussi de manière durable. Le pays a enregistré un taux de 63,5% dans la collecte du café cerise au cours de la campagne 2019-2020. Sur un total d'environ 5 000 tonnes de café vert, plus de 2 000 tonnes ont déjà été vendues pour un montant avoisinant 6,5 millions de $. Au cœur de la société.
Qu'en dit l'expert? Emmanuel Nkengurutse était directeur commercial à l'Office du café du Burundi de 2000 à 2006. Au micro de Mileni Basumba de la IPA, Emmanuel Nkengurutse explique que pour développer cette filière café, le caféculteur doit être convenablement rémunéré. Dans le temps de l'Ocibou, il y avait un système de répartition des revenus tirés de la vente du café aux différents intervenants de la filière. Les différents intervenants qu'on appelle les maillons de la chaîne. À l'époque, c'était un système convenu entre tous les intervenants. Et vous avez d'abord à la base le caféculteur, vous avez ensuite le dépulpeur, qui était les Sogestales. Troisièmement, le déparcheur. À l'époque, c'était les Sodeco. Et une autre société de déparchage qui était Angozi. L'autre intervenant, c'était les commerçants collecteurs du café Parche. Et enfin, les communes qui recevaient aussi une taxe communale. Et enfin, le CIBU, l'Office du café du Burundi, qui était le régulateur et qui recevait un petit pourcentage. Je me souviens qu'à l'époque, la répartition ou la rémunération des revenus était calculée en pourcentage. Le caféculteur, qui est l'élément central, le maillon principal de la chaîne, recevait entre 72% et 75%, voire même 100%. Parce que lorsque la filière était devenue déficitaire, l'État subventionnait le prix au producteur. C'était donc un prix garanti, un pourcentage qui n'était jamais inférieur à 72% du prix de vente. Ensuite, les autres se partageaient le reste, les déparcheurs, les dépulpeurs, les commerçants, collecteurs, le CIBU et les communes. D'abord, à l'époque, ils disaient qu'il fallait qu'ils obtiennent au moins 85%. Certains caféculteurs attendent de voir si les nouveaux changements annoncés dans cette filière café leur seront favorables. Et c'est par ici que nous clôturons le mini-magazine au cœur de la société qui s'était focalisé sur la culture café au Burundi. Vous étiez avec Thierry Bigilindavi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à Thierry Wigindavi. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin au magazine Humura Burundi de ce samedi 2 novembre 2019. Merci pour votre aimable écoute. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nini Nahazwe. À la cabine de son, Lucie Kabela. Et la prise d'image a été assurée par ingénieur Égide Mouemelo. Excellent week-end chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.